Vous avez un projet super lourd avec plein d'éléments et vous voulez retrouver facilement un calque précis dans la timeline? Cliquez simplement dessus dans la visualisation et appuyez sur X, il va apparaître tout en haut du panneau. Si vous ne connaissiez pas cette astuce, restez bien jusqu'à la fin, car je vais vous donner 50 tips sur After Effects, en commençant par les raccourcis les plus essentiels pour les débutants, avant de monter petit à petit en niveau et de vous révéler des secrets d'experts que même les plus expérimentés d'entre vous ne connaissent probablement pas. C'est parti! Comme promis, on commence par des grandes bases. Pour accéder à une propriété de transformation précise d'un calque, à la place de devoir dérouler les options, de cliquer sur transformation et puis de vous encombrer avec plein de paramètres, vous pouvez ne faire apparaître que la position en appuyant sur P, que la rotation en appuyant sur R, en appuyant sur A pour accéder au point d'ancrage, sur S pour accéder à l'échelle, échelle se disant scale en anglais et donc S c'est la première lettre de scale, et enfin sur T pour accéder à l'opacité ou à la transparence en fonction du moyen mémotechnique que vous préférez. Ces raccourcis, donc A, S, P, R et T sont essentiels, et vous pouvez les cumuler en maintenant la touche Shift. Par exemple, ici j'ai l'opacité d'afficher, si j'appuie sur R pour accéder à la rotation, ça me remplace l'opacité par la rotation, mais si maintenant je fais Shift R, il m'affiche la rotation en plus de l'opacité, donc c'est très pratique pour ajouter ou retirer des propriétés. La touche U, quant à elle, vous permet d'afficher toutes les images clés de votre projet. Vous savez sans doute que quand vous avez un mouvement linéaire comme ceci, vous pouvez le lisser pour le rendre plus joli en faisant un clic droit sur les images clés, en allant dans Assistant d'images clés et en cliquant sur Lissage de vitesse. Ça rajoute une accélération au début et une décélération sur la fin, ce qui rend le mouvement plus agréable. Et plutôt que d'avoir à chaque fois à sélectionner et puis à faire un clic droit, vous pouvez juste appuyer sur la touche F9, ce qui a pour effet de lisser rapidement les images clés. Dans le même style, si vous voulez inverser le sens d'un mouvement préexistant, à la place de devoir le faire manuellement en prenant la première image clé, en la déplaçant, en allant sur la deuxième image clé, en la déplaçant également, vous avez dans l'assistant d'image clé l'option inverser les images clés qui vous permet d'inverser n'importe quelle animation. Avec la molette de votre souris, vous allez pouvoir zoomer dans votre image ou au contraire dézoomer toujours vers le centre. Et si en plus vous maintenez la touche Alt pendant que vous actionnez la molette, le zoom et le dézoom va se faire dans la direction du curseur de votre souris et pas seulement vers le centre de l'image. En parlant de ça, quand vous êtes zoomé dans votre image et que vous voulez déplacer la vue, vous pouvez appuyer sur H pour prendre l'outil main qui vous permet de vous déplacer dans l'espace sans déplacer les calques à votre guise. Les autres raccourcis d'outils importants à connaître sont CTRL T pour l'outil texte, Y pour l'outil déplacement arrière qui permet de déplacer le point d'ancrage d'un calque librement, G pour l'outil plume qui permet de créer des formes et des masques, et enfin la touche V qui permet de récupérer l'outil de sélection. Maintenant, pour vous déplacer avec la tête de lecture, à la place de devoir la sélectionner et de zoomer précisément pour être sur une image clé précise, vous pouvez juste maintenir Shift pour que la tête de lecture s'accroche aux images clés qu'elle rencontre, et pour naviguer précisément, il suffit de maintenir la touche CTRL et d'utiliser les flèches directionnelles. Donc là, CTRL flèche de droite, je me déplace vers la droite, CTRL flèche de gauche, je me déplace vers la gauche, et si je maintiens à la fois CTRL et Shift, je vais me déplacer de 10 images par 10 images au lieu de une image par une image. De manière générale, la touche Shift permet de décupler les changements. Si je prends ici l'opacité et que je la bouge progressivement avec le curseur, on voit que c'est assez doux. Par contre, si je maintiens Shift en faisant ça, ça va aller beaucoup plus vite. Donc c'est pratique quand on veut modifier rapidement de très grandes valeurs. Pour couper un calque en deux, il suffit de le sélectionner et de faire CTRL-SHIFT-D. Pour simplement couper dans un calque tout ce qu'il y a à gauche de la tête de lecture, il suffit de faire Alt, crochet ouvert. Et pour couper tout ce qu'il y a à droite de la tête de lecture, il suffit de faire Alt, crochet fermant. Maintenant, si vous voulez déplacer facilement l'entrée ou la sortie de votre calque par rapport à la tête de lecture, il suffit d'appuyer sur crochet ouvrant pour déplacer le début au niveau de la tête de lecture, et sur le crochet fermant pour déplacer la fin du calque au niveau de la tête de lecture. Pour créer un nouveau solide, par exemple pour créer un fond, à la place de faire à chaque fois clic droit, nouveau solide, vous pouvez juste faire CTRL Y. Pour modifier les paramètres d'un solide déjà créé, il suffit de le sélectionner et de faire CTRL Maj Y et on retrouve les paramètres qu'on peut modifier. Pour créer un nouveau calque d'effet, cette fois on fait CTRL Alt Y. Donc là tous les effets que je vais lui rajouter vont s'appliquer également à tous les calques qui sont en dessous de lui. Donc par exemple si je rajoute un flou gaussien, on voit que ça floute aussi bien la balle que le fond, donc c'est pratique. Enfin, si vous cumulez tout et que vous faites CTRL Alt Shift Y, vous allez créer un nouvel objet nul, donc un objet invisible auquel on peut lier d'autres calques, par exemple ici le cercle et le fond, ce qui permet par exemple de les déplacer ensemble. Pour définir la zone de travail de votre composition, donc la zone grise ici qui définit ce qui va être rendu, vous pouvez appuyer sur B pour définir le début de la zone et sur N pour définir la fin de la zone. Si vous voulez maintenant réduire la durée de votre composition à la zone de travail, vous n'avez qu'à faire un clic droit dessus et à cliquer sur le bouton adéquat, ce qui va automatiquement réduire votre composition à la zone que vous aviez définie. Si maintenant c'est les dimensions de la composition que vous voulez modifier, à la place de devoir aller dans les paramètres de la composition pour bouger la largeur, la hauteur, etc., vous pouvez juste utiliser l'option zone ciblée juste ici
ici, donc vous cliquez dessus, vous maintenez le clic pour désigner la zone que vous voulez garder. Vous pouvez toujours l'ajuster avec les poignées ici pour être plus précis. Et quand vous êtes content du recadrage, vous allez dans composition, recadrer la composition sur la zone ciblée, et voilà, la composition a été redimensionnée sur la zone définie. Parlons maintenant un peu d'organisation. Vous pouvez rajouter un marqueur à n'importe quel moment en appuyant sur la touche astérisque, et il suffit de double-cliquer dessus pour le modifier. On peut par exemple rajouter un commentaire pour dire de faire un cut ici, et également indiquer une durée, par exemple ici 30 images, si on veut que le marqueur marque une zone entière et pas une frame seulement. Vous pouvez modifier la couleur de vocal en cliquant sur la petite icône juste ici, donc là par exemple je vais passer de quelques si en vert, c'est très pratique pour s'organiser, et puis ici j'ai défini les calques de fond en rouge, et donc si je viens cliquer sur un libellé et que je clique sur sélectionner un groupe de libellés, il va me sélectionner tous les calques rouges, donc là bon sur 3 calques évidemment c'est pas très utile, je pourrais le faire moi-même, mais quand vous avez un gros projet avec plein de calques à plein d'endroits différents, le fait d'utiliser des couleurs précises pour définir quel type de calque c'est, par exemple le rouge pour les textes, le bleu pour le fond, le noir pour les formes géométriques, le violet pour les éléments décoratifs, etc. C'est très pratique parce qu'après vous allez directement savoir, ah oui ok ça c'est du violet donc c'est un élément décoratif, ça c'est du noir c'est un fond, et vous allez pouvoir les sélectionner tous ensemble très rapidement. Donc si vous voulez vous organiser correctement, modifier la couleur de ces calques, c'est vraiment une excellente pratique. Vous savez sûrement que le petit œil ici définit si un calque est visible ou pas, mais vous ne connaissez peut-être pas l'option solo qui permet au contraire de n'afficher que le calque sélectionné et de rajouter éventuellement à la vue d'autres calques que vous sélectionnez. Pareil, dans des gros projets, c'est super pratique pour isoler rapidement des éléments précis. Toujours dans les bonnes pratiques d'organisation, vous avez sûrement remarqué que mes calques de fond ici sont cadenassés, ce qui veut dire que si je clique ici, il va me sélectionner automatiquement mon image, je peux pas accidentellement bouger le fond, et pareil, si je viens ici dans la timeline, il m'indique que c'est verrouillé, donc le cadenas est vraiment très pratique, ils permettent d'éviter de faire des bêtises, et d'éviter qu'on ne bouge accidentellement des éléments qui doivent rester immobiles. Alors verrouiller les calques sur lesquels on ne travaille pas, c'est très bien, mais parfois vous allez vous retrouver dans une animation tellement complexe qu'il va y avoir des dizaines et des dizaines de calques, et dans ces cas-là, le fait de masquer complètement les calques peut être utile. Pour ça, on fait bien apparaître toutes les options en cliquant ici, et on voit qu'on a ici une colonne avec des petits bonhommes. Si je n'ai pas envie que les calques de fond encombrent ma timeline, mais que j'ai envie qu'ils restent visibles dans l'animation, je peux juste venir appuyer sur les petits bonhommes ici, et si je viens activer le mode discret juste ici, on voit que les calques disparaissent de la timeline, mais ils restent affichés dans l'animation, donc c'est vraiment pratique. Pour les faire réapparaître, il suffit évidemment de recliquer sur le mode discret. Un autre outil d'After Effects qui est très pratique, c'est le petit appareil photo juste ici. Il permet de garder en mémoire une image de votre composition, donc par exemple celle-ci. Et maintenant, si je veux comparer deux options, par exemple je me demande si l'image serait pas mieux un peu plus bas, et bien j'ai juste à venir cliquer ici sur la petite icône de comparaison, et il va me réafficher l'image qu'il a gardée en mémoire, ce qui me permet de comparer ma modification avec l'image originale, et de voir ce qui me convient le mieux. Si le point d'ancrage de votre calque est n'importe où et que vous voulez le centrer facilement, vous n'avez qu'à maintenir la touche CTRL et faire un double clic sur l'icône déplacement arrière, ce qui aura pour effet de vous le centrer automatiquement. Je vous recommande cependant d'utiliser plutôt un plugin comme Animation Composer qui vous permet de redéfinir précisément le point d'ancrage dans les positions les plus probables. C'est beaucoup plus pratique et flexible. Je vous mets un lien vers une autre vidéo qui présente 5 plugins gratuits pour After Effects dont celui-ci à la fin du tutoriel. Pour modifier les modes de fusion d'un calque, la méthode longue que tout le monde fait, c'est de cliquer sur le mode, et puis venir cliquer manuellement sur chaque mode un par un pour en trouver un qui pourrait vous convenir. C'est extrêmement peu pratique. Pour aller plus vite, il vous suffit de sélectionner le calque, de maintenir la touche Shift enfoncée, et d'appuyer sur plus pour descendre dans la liste, et sur moins pour remonter dans la liste. Comme ça, vous pouvez les prévisualiser en temps réel, et c'est un gain de temps astronomique. Pour afficher les masques d'un calque, c'est pareil. À la place de dérouler les options, puis de cliquer sur masque et puis sur masque 1, vous pouvez juste appuyer sur M pour afficher tous les tracés de masques, et appuyer rapidement 2 fois sur M pour dérouler tous les masques et toutes leurs options. Astuce bonus, si vous voulez seulement accéder à la propriété contour progressif du masque, vous pouvez appuyer sur la touche F pour l'ajuster. Maintenant, si vous voulez faire apparaître la liste de tous les effets, vous avez juste à appuyer sur E. Je le précise également, mais si vous ne sélectionnez aucun calque, lorsque vous allez faire un raccourci, ça va s'appliquer à tous les calques de la composition. Par exemple, là j'ai appuyé sur M, et comme je n'ai rien sélectionné, il m'a fait apparaître tous les masques de tous les calques, mais si je ne sélectionne que le calque fond que j'appuie sur M, il ne me fera apparaître les masques que de ce calque précis. Si maintenant vous avez des expressions dans votre projet, vous ne pouvez pas y accéder simplement en appuyant sur U, il faut appuyer très vite 2 fois sur E pour les faire apparaître. Parlons maintenant un peu des calques de forme. Lorsqu'on en a un, comme ce cercle, et qu'on veut modifier ces différentes options, à la place de cliquer sur fond et puis de dire qu'on ne veut par exemple pas de fond, de cliquer sur contour et dire qu'on a envie d'un contour en dégradé, faire OK, changer les couleurs, etc. On peut juste maintenir la touche Alt et cliquer ici sur l'icône pour défiler les différentes options. Donc en l'occurrence, soit aucun fond, soit un fond uni, soit un fond en dégradé linéaire, soit un fond en dégradé radial. Et c'est exactement pareil pour le contour.
Si maintenant vous créez vos propres formes, voici deux raccourcis franchement sous-cotés que vous connaissez probablement pas. Avec l'outil rectangle arrondi, vous allez avoir un rectangle qui va être, comme son nom l'indique, arrondi, et vous pouvez définir le degré d'arrondi avec la molette de la souris. Donc là on voit que je défile vers l'arrière et c'est de moins en moins arrondi, et si à l'inverse je défile vers l'avant, ça va l'arrondir de plus en plus. Donc c'est assez pratique, ça permet de définir précisément le niveau d'arrondi en plein milieu de la création. Une logique similaire s'applique pour l'outil polyétoile. Quand vous définissez votre forme, si vous montez avec la molette, vous allez rajouter des points, et si vous descendez avec la molette, vous allez en retirer. Autre type qui marche avec n'importe quel type de forme, si je prends par exemple ici une ellipse, si je crée une forme par défaut, il va me définir le coin supérieur gauche de la forme à l'endroit précis où j'ai commencé à la dessiner. Là par exemple, je commence à maintenir ici, créer la forme en descendant, et bien le coin supérieur gauche est pile poil l'endroit où j'ai commencé à dessiner la forme. Si à l'inverse, vous aimeriez mieux que le point d'impact soit le centre exact de la forme et pas un de ses coins, il suffit de commencer à dessiner et de maintenir la touche CTRL. Si maintenant vous voulez une forme parfaite, donc un cercle parfait avec l'outil ellipse et un carré parfait avec l'outil rectangle, il suffit de maintenir la touche Shift pendant que vous dessinez. Si vous maintenez les deux ensemble, donc CTRL et SHIFT, le point d'impact sera le centre de la forme et elle sera parfaitement symétrique. Petite astuce bonus un peu plus avancée, si vous commencez à créer une forme à un endroit et que finalement cet endroit vous convient plus, il vous suffit en cours de création de maintenir la touche espace et de bouger votre souris pour déplacer la forme, et quand vous allez relâcher la touche espace, vous allez toujours pouvoir modifier votre forme comme vous le souhaitez. Autre astuce utile, si vous avez plein de calques de formes différents et que vous voulez les aligner précisément, il suffit de venir activer l'accrochage juste ici, et quand vous allez déplacer les formes, plein de repères vont apparaître, donc vous allez pouvoir les déplacer et les accrocher précisément les uns aux autres, donc c'est vraiment très pratique. Ok pour les calques de forme, revenons maintenant sur cette composition. Mettons qu'on a fait toute cette animation d'apparition, mais qu'on se rend compte au final que cette image c'est pas celle qu'on voudrait avoir. Plutôt que d'importer directement la nouvelle image qu'on voudrait et d'essayer de refaire l'animation manuellement en prenant les images clés, en les adaptant, etc. Il suffit de sélectionner l'image sur laquelle on a fait l'animation, de sélectionner le nouveau calque par lequel on veut le remplacer, de maintenir la touche Alt et de glisser-déposer le nouveau calque sur l'ancien, et voilà, on a remplacé en 2 clics l'ancienne image par la nouvelle. Reparlons maintenant un petit peu d'image clé, et imaginons que je veuille étirer mon animation pour qu'elle soit plus longue sans pour autant réduire la proportion entre les images clés. Je voudrais que l'animation soit la même mais qu'elle soit juste plus longue. Pour ça, rien de plus simple, il suffit de sélectionner toutes les images clés qu'on veut modifier, de maintenir la touche Alt enfoncée, de sélectionner la dernière image clé et de la bouger. Si on l'étire, toutes les images clés vont s'espacer proportionnellement, donc l'animation va garder les mêmes timings mais va être beaucoup plus longue, et à l'inverse, si on les rapproche, l'animation sera beaucoup plus rapide. Ça permet donc de redéfinir la durée d'une animation sans aucun souci. Pour naviguer facilement entre plusieurs images clés, à la place de déplacer votre curseur en maintenant Shift pour aller à chaque fois d'une image clé à une autre, vous pouvez appuyer sur K pour téléporter votre curseur à l'image clé suivante, et sur J pour téléporter votre curseur à l'image clé précédente. Dans le même style, si je veux déplacer ces deux images de 10 frames, à la place de déplacer la tête de lecture de 10 images, et puis de sélectionner mes images clés avec ma souris et de les coller à la tête de lecture, je peux juste sélectionner les images clés, et en maintenant la touche Alt, si j'appuie sur la flèche de droite, les images clés vont déplacer vers la droite, si j'appuie sur la flèche de gauche, les images clés vont déplacer vers la gauche, et évidemment, si je maintiens la touche Shift avec, les images clés vont se déplacer vers la droite ou vers la gauche de 10 images par 10 images. Encore un raccourci plutôt expert, imaginons que je vais rajouter une image clé sur la rotation. À la place d'appuyer sur R et puis de venir prendre le chronomètre, je peux juste sélectionner mon calque et faire Alt Shift R, et il va me rajouter automatiquement une image clé sur l'instant de ma tête de lecture. Ça marche évidemment avec les autres raccourcis. Si je fais Alt Shift T, il va m'ajouter une image clé d'opacité. Si je fais Alt Shift et A, une image clé de point d'ancrage, etc., etc. Pour afficher plein de paramètres à la fois, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous voulez dérouler rapidement toutes les options d'un calque, donc par exemple pour le fond ici, à la place de devoir dérouler la première flèche, puis dérouler les masques, le masque 1, puis les effets, tous les effets un par un, et puis transformer, vous pouvez juste maintenir la touche CTRL et cliquer sur la flèche, et ça va automatiquement vous dérouler absolument tous les paramètres possibles et imaginables. Parfois cependant, on n'a pas envie d'avoir autant de paramètres. Dans ces cas-là, ça peut être utile d'appuyer 2 fois sur U, ce qui va avoir pour effet de faire apparaître toutes les propriétés que vous avez modifiées par rapport à leurs paramètres d'origine. Par exemple, ici, dans le masque 1, j'ai modifié le tracé et le contour progressif, donc ces deux propriétés apparaissent, mais comme je n'ai pas modifié l'opacité ou alors l'expansion du masque, elles sont toujours sur leur valeur par défaut, donc elles ont été ignorées. C'est assez pratique pour accéder facilement à toutes les options qu'on a pu modifier sur un calque. Passons maintenant à une des fonctionnalités les plus sous-cotées d'After Effects, alors qu'elle prend quand même beaucoup de place dans l'interface, c'est la barre de recherche. Plutôt que de devoir aller rechercher au fin fond du calque une propriété précise, comme là par exemple ici, dans les effets, les options de composition de la lueur diffuse ou n'importe quel paramètre un peu compliqué, vous pouvez juste rechercher manuellement n'importe quelle propriété, c'est très pratique. Et si vous voulez en faire apparaître plusieurs, par exemple ici l'expansion du masque et le rayon de la lueur diffuse, il suffit de séparer les deux termes par une virgule. Donc là par exemple j'ai écrit expanse, parce que ça sert à rien d'écrire tout le mot, il n'y a pas d'autres effets qui commencent par expanse que l'expansion du masque. Et puis du coup je mets une virgule et j'écris rayon, et il m'affiche l'expansion du masque et les rayons de la lueur diffuse.
On pourrait continuer comme ça en rajoutant d'autres, par exemple l'opacité, j'en sais rien. Il m'afficherait également toutes les options qui contiennent le mot opacité dans ce calque. Bref, c'est super pratique, ça permet d'accéder facilement à des propriétés compliquées enfouies sous plein de menus déroulants, donc utiliser la barre de recherche, vraiment, elle le mérite. Allez, encore un raccourci vraiment avancé, imaginons qu'on veuille travailler sur des propriétés spécifiques de calques très différents et qu'on n'ait pas du tout envie d'être encombré visuellement. Il y a un moyen d'épurer l'interface avec uniquement les effets précis qu'on a sélectionnés. Par exemple ici, j'ai envie d'accéder au tracé du masque de la grille, à je sais pas moi, la quantité de bruit de mon fond, à son échelle et à l'angle de l'ombre portée de mon image. Pour ça, je vais maintenir la touche CTRL et je vais cliquer sur tous les gens qui m'intéressent. Donc CTRL-clic sur l'angle, CTRL-clic sur le tracé du masque, CTRL-clic sur la quantité de bruit et CTRL-clic sur l'échelle. Et une fois qu'on a bien tout sélectionné, on a juste à appuyer 2 fois rapidement sur S, et comme promis, tous les paramètres qu'on n'a pas sélectionnés ont été retirés de l'interface. Si maintenant j'utilise la technique précédente pour masquer les calques dont j'ai pas besoin, je suis dans de très bonnes conditions pour travailler. Encore 2 derniers petits tips un peu plus détente. Le premier, il va être utile pour les précompositions. Imaginons que je veuille ici modifier le fond de mon dégradé, donc je vais par exemple changer la couleur rouge par un bleu foncé, et je voudrais bien voir en temps réel ce que ça va rendre sur ma composition ici, plutôt que de devoir systématiquement jongler entre les deux. Pour ça, c'est pas très compliqué, on va venir dans la composition qu'on veut toujours voir, on clique sur son nom dans la prévisualisation, et on vient cliquer sur nouveau visualiseur de composition. On voit donc ici qu'il m'a verrouillé ma composition à droite, et quand je vais retourner dans la précomposition fond, je vais toujours voir l'autre composition à droite, donc ça va évidemment être bien plus pratique pour voir les changements de couleur. Et enfin, dernière astuce cadeau, imaginons qu'ici je vienne créer un masque sur mon image, donc je prends bien l'outil ellipse en ayant sélectionné le calque et je viens faire un beau cercle central comme on a appris tout à l'heure. Voilà, parfait, là ça me convient bien. Mais là, à bien y réfléchir, même si la position du cercle me convient, le cadrage de la photo me convient pas. J'aimerais bien qu'on voit entièrement sa tête et que ça soit pas coupé sur son front. Pour ça, la méthode longue, ça serait de prendre le masque, de le sélectionner tous les points, de les remonter pour avoir un meilleur cadrage, et puis de reprendre l'image et de la redescendre, mais c'est vraiment pas très pratique et il y a beaucoup plus simple. Quand on en est ici, on a juste à appuyer sur Y pour prendre l'outil point d'ancrage dont je vous ai parlé tout à l'heure, et là si je viens sélectionner mon arrière-plan, que je maintiens Shift pour pouvoir uniquement monter ou descendre, et que je descends le curseur pour donc remonter l'image, on voit que je peux très facilement affecter la position de la photo sans affecter la position du masque, donc c'est parfait, c'est extrêmement pratique pour recadrer facilement. Attendez, ne partez pas tout de suite. Si le projet que j'ai utilisé pour vous illustrer les exemples vous intéresse, vous pouvez le télécharger gratuitement sur mon site web pour le parcourir et découvrir les coulisses par vous-même. Vous pouvez également retrouver ces astuces dans un format plus court, dans la section Shorts de la chaîne. N'hésitez pas à y jeter de temps en temps un petit coup d'œil. J'espère que vous avez appris des choses, dites-moi en commentaire quelle astuce vous sera la plus utile, et n'hésitez pas à vous abonner pour de nouveaux tutoriels sur After Effects toutes les semaines.